La sœur de ma femme l'a coaché pour me menacer de divorce afin de faire de moi un meilleur mari. Leur plan s'est retourné contre elle quand j'ai engagé un avocat et déposé les papiers moi-même. Ma femme a suivi les conseils de sa sœur et a décidé qu'elle avait droit à tout ce que j'ai construit. Ensuite, elle a essayé de me coincer en me menaçant de divorce à moins que je ne lui cède tout. À la place, j'ai moi-même déposé la demande, et elles ont complètement perdu les pédales. Voilà ce qui s'est passé. J'ai 35 ans et je suis marié à Riley, 34 ans, depuis 5 ans. Jusqu'à il y a environ 8 mois, je pensais sincèrement que notre couple était solide. Je suis chauffeur routier propriétaire exploitant, avec mon propre camion. Je fais du long courrier depuis 12 ans. L'argent est bon quand on travaille intelligemment. Je gagne environ 180 000 $ par an et je possède notre maison, payée intégralement. Je l'ai achetée cash après quelques excellentes années sur la route. Mon installation n'est pas mal non plus. J'ai un Freightliner Cascadia 2019 avec une boîte manuelle 13 vitesses et assez de chrome pour aveugler les avions de passage. Le camion est entièrement payé et fonctionne comme une montre suisse quand on l'entretient correctement. J'ai des contrats réguliers avec 3 entreprises de transport différentes, donc le travail est constant. Ce camion, c'est mon bureau, ma source de revenus et, honnêtement, ma fierté. La sœur aînée de Riley, Céleste, est un sacré numéro. 2 fois divorcée, constamment fauchée malgré une pension alimentaire correcte de ses 2 ex-maris, et avec cette attitude comme si le monde lui devait tout. C'est le genre de femme qui pense que tous les hommes essaient de l'arnaquer tout en s'attendant à ce qu'il paie tout. En gros, elle a les compétences financières d'un gagnant de loto et la personnalité d'un PV de stationnement. Céleste a commencé à traîner plus souvent chez nous il y a environ 1 an, après la finalisation de son 2e divorce. Au début, Riley levait les yeux au ciel face aux tirades amères de Céleste contre les hommes et le mariage. Riley comprenait mon travail, les longues heures, les semaines sur la route, le fait que gagner de l'argent demande des sacrifices. Elle ne s'était jamais plainte de mes absences prolongées ni du fait que je travaille pendant les fêtes quand les tarifs étaient plus élevés. Elle était fière de ce que je faisais. Elle se vantait auprès de ses amis d'avoir un mari qui possédait sa propre entreprise et gagnait bien sa vie sans diplôme universitaire. Quand je rentrais après une semaine rentable, elle était vraiment enthousiaste à propos de l'argent, et nous parlions de nos projets d'avenir. Elle savait que le transport routier impliquait des horaires irréguliers, mais aussi des revenus stables si on travaillait intelligemment. Mais peu à peu, j'ai commencé à remarquer des changements dans la façon dont Riley parlait et agissait. Ça a commencé par de petites remarques sur l'argent. Elle a commencé à remettre en question le fait que je garde les finances de mon entreprise de transport séparées de nos comptes personnels. Je lui avais expliqué ça des dizaines de fois. C'est simplement du bon sens en affaire de séparer les coûts de carburant, l'entretien et les impôts. Mais soudain, elle agissait comme si je lui cachais quelque chose. Les questions sont devenues plus fréquentes et plus agressives. Elle me demandait mon chiffre d'affaires brut par rapport à ce que je ramenais réellement à la maison, sans comprendre que le carburant peut à lui seul représenter 30% des revenus lors d'une mauvaise semaine. Quand j'essayais d'expliquer l'économie du métier de propriétaire exploitant, les surtaxes carburant, les kilomètres à vide, les réserves pour l'entretien, son regard se vidait comme si je parlais une langue étrangère. Puis elle a commencé à faire des remarques acerbes sur le fait que la maison soit techniquement à mon nom uniquement. Nous en avions pourtant discuté quand nous l'avons achetée. J'avais payé comptant avec des années d'économies accumulées sur la route, j'avais mis l'acte à mon nom, mais je l'ai toujours considéré comme notre maison. Ça ne l'avait jamais dérangé avant que Céleste commence à lui bourrer le crâne avec des absurdités sur la sécurité financière et la nécessité de se protéger. Riley a commencé à adopter l'attitude arrogante de Céleste vis-à-vis de l'argent. Elle faisait des commentaires sur le fait que je devais investir davantage dans son avenir et a commencé à insinuer que je devais ajouter son nom sur le titre du camion et sur les comptes de l'entreprise. Quand je lui ai expliqué qu'ajouter un conjoint à la propriété d'un véhicule commercial crée des complications inutiles et des risques juridiques, elle s'est braquée et m'a accusé de ne pas lui faire confiance. Le pire, c'était de voir sa personnalité changer. Elle est passée d'une femme détendue qui comprenait le mode de vie des routiers à quelqu'un qui remettait en question chacune de mes décisions et agissait comme si je lui devais des comptes sur la façon dont je gérais ma propre entreprise. Il était évident que Céleste lui soufflait des idées sur ce qu'elle méritait en tant qu'épouse. Mon père a remarqué le changement lors des dîners du dimanche. Après un repas particulièrement gênant où Riley a fait plusieurs remarques passives-agressives sur les hommes qui n'apprécient pas leur femme, mon père m'a pris à part. « Fils, ta femme commence à parler comme sa sœur aigrie. Cette femme est un poison, et ça se répand. » J'ai essayé de parler à Riley de l'influence de Céleste, mais elle est devenue immédiatement défensive. Elle a dit que j'essayais de contrôler avec qui elle passait du temps et que j'étais simplement intimidé par des femmes fortes qui connaissent leurs valeurs. Cette phrase à elle seule m'a dit exactement d'où venait cette attitude. Je lui ai répondu que la valeur de Céleste, c'était comme celle d'une personne fauchée qui connaît le prix d'une Lamborghini. Techniquement exact, mais totalement hors sujet. Le vrai tournant a eu lieu il y a environ 6 mois, quand Riley a commencé à se plaindre de mon emploi du temps. C'était totalement nouveau. Pendant 4 ans et demi de mariage, elle avait compris que le transport routier impliquait de longues heures et du temps loin de la maison. Elle savait que je travaillais dur pour maintenir notre niveau de vie et avait toujours soutenu les sacrifices nécessaires.
Elle comprenait que les trajets les mieux payés impliquaient souvent d'être absent pendant de longues périodes. Les traversées du pays payaient mieux parce que la plupart des chauffeurs ne voulaient pas être loin de leur famille pendant une semaine entière. Je m'étais spécialisé dans ces longs trajets parce qu'ils étaient plus rentables et me permettaient de maintenir des relations solides avec des clients qui appréciaient la fiabilité. Elle ne s'en était jamais plainte, parce qu'elle savait que ces trajets finançaient notre vie confortable. Elle me préparait des glacières avec de la nourriture pour économiser sur les repas au relais routier et suivait les conditions météo sur mon itinéraire. Mais après quelques mois avec Céleste dans les parages, soudain, mon éthique de travail est devenue un problème. Je suis rentré à la maison après une semaine particulièrement rentable, 3 traversées du pays qui m'ont rapporté près de 8 000 $ net. Et au lieu d'être contente de l'argent, Riley m'est tombée dessus en disant que j'étais marié à mon camion plutôt qu'à elle. « Tu choisis ce foutu camion avant tout le reste », a-t-elle dit, la voix de plus en plus dure. « C'est quand la dernière fois qu'on est sorti dîner? Quand est-ce que tu as été à la maison plus de 2 jours d'affilée? Riley, c'est comme ça qu'on peut se permettre la vie que tu veux. Ces trajets paient ta voiture, cette maison, tout ce qu'on a, Céleste a raison. Tu utilises le travail comme excuse pour éviter un vrai engagement. » Elle m'a accusé de choisir le travail plutôt que la famille et a dit que je me servais des longs trajets comme d'un prétexte pour éviter de passer du temps avec elle. C'était ironique venant de quelqu'un qui ne s'était jamais plainte quand ces mêmes longs trajets payaient sa voiture, ses virées shopping et la vie confortable à laquelle elle s'était habituée. La dispute a dégénéré quand elle a exigé que je refuse des trajets très bien payés pour passer plus de temps à la maison. J'ai essayé de lui expliquer que les propriétaires exploitants n'ont pas de congés payés. Si le camion ne roule pas, on ne gagne pas d'argent. Les paiements du camion ne s'arrêtent pas, l'assurance ne se met pas en pause, et les coûts d'entretien s'accumulent qu'on travaille ou non. Elle ne voulait rien entendre sur les réalités du métier. Elle a commencé à me comparer aux maris de ses amis qui avaient des emplois classiques de 9 à 5 et rentraient chez eux tous les soirs. Sans mentionner que la plupart de ces hommes gagnaient la moitié de ce que je gagnais et étaient constamment stressés par la sécurité de l'emploi et la politique d'entreprise. « Pourquoi tu ne peux pas avoir un travail normal comme tout le monde ?» a-t-elle exigé. « Parce que les boulots normaux ne paient pas le style de vie auquel tu t'es habitué », ai-je répliqué. Mais Riley, répétant clairement ce que Céleste lui avait soufflé, a dit que je privilégiais l'argent au détriment de notre relation. Elle a commencé à compter le nombre de jours où j'étais absent chaque mois, comme si elle constituait un dossier à charge. À cette période, j'ai aussi remarqué qu'elle changeait physiquement. Elle avait toujours été du genre jean et t-shirt, confortable et pratique. Mais soudain, elle s'est mise à s'habiller comme Céleste. Jupe moulante, décolleté plongeant, bijoux coûteux que je ne me souvenais pas lui avoir achetés. Ses cheveux sont passés du brun naturel à des mèches blondes, et elle s'est mise à porter un maquillage chargé même quand elle restait simplement à la maison. La transformation était étrange et profondément dérangeante. C'était comme regarder ma femme se transformer en un clone de Céleste. Elle passait des heures à se préparer pour ne finalement aller nulle part, puis se plaignait que je ne remarque pas ou que je n'apprécie pas ses efforts. Quand je lui ai fait remarquer qu'elle avait changé, elle s'est immédiatement braquée. Céleste m'a aidé à réaliser que je me laissais aller. L'ironie, c'est que j'avais toujours aimé son apparence d'avant. Son style naturel, sans prétention, correspondait parfaitement à sa personnalité, ou du moins à ce qu'était sa personnalité avant. Maintenant, elle donnait l'impression d'essayer désespérément d'être quelqu'un d'autre. La situation a encore empiré quand Céleste a commencé à se comporter chez nous comme si elle était chez elle. Un dimanche, je suis rentré d'un trajet de 3 jours pour trouver Céleste affalée dans mon fauteuil inclinable, les pieds posés sur ma table basse, donnant des ordres à Riley comme si elle était une employée. « Riley, apporte-moi un autre café et monte le chauffage. Il fait un froid de canard ici. » Quand je suis entré, Céleste ne m'a même pas adressé un regard. Elle a continué à aboyer des ordres à ma femme, dans mon propre salon. J'ai demandé à Riley si elle pouvait parler à Céleste du respect et de la politesse de base quand elle était chez nous. Céleste a entendu et s'est immédiatement mise sur la défensive. « Pardon ? C'est aussi la maison de ma sœur, et je me détendrai comme je veux. Peut-être que si tu étais plus souvent à la maison au lieu de jouer avec ton camion, tu comprendrais comment fonctionne une famille. » L'audace était sidérante. J'ai dit à Céleste que, peu importe le temps que je passais à la maison, elle restait une invitée chez moi et qu'elle devait faire preuve d'un minimum de respect. C'est laquelle a vraiment explosé. Ne te permets pas de me dire comment me comporter. Riley mérite mieux que d'être marié à un maniaque du contrôle jamais présent. Après le départ de Céleste, Riley s'est complètement retournée contre moi. Elle a commencé à me faire la leçon sur la façon dont j'avais humilié sa sœur et l'avait fait se sentir indésirable. Quand j'ai souligné que Céleste avait été incroyablement grossière et irrespectueuse, Riley a agi comme si j'inventais toute l'histoire. Elle n'était pas impolie. Elle était juste à l'aise. Tu es trop sensible parce que tu ne supportes pas une femme qui dit ce qu'elle pense. Je lui ai rappelé que ce n'était pas la maison de Céleste. C'était la mienne. Que j'avais achetée avec mon argent avant même que nous soyons mariés. Sa réponse relevait du pur gaslighting. Ah, donc maintenant tu sors la carte du « c'est ma maison ». C'est exactement ce que Céleste avait dit que tu ferais quand tu te sentirais menacé. Le fait qu'elle cite les prédictions de Céleste sur mon comportement montrait à quel point sa sœur lui avait complètement retourné la tête.
Elle a défendu chaque comportement arrogant de Céleste et m'a fait passer pour fou simplement parce que j'attendais un minimum de respect chez moi. Les commentaires de mon père pendant cette période étaient en or. Après que Riley m'a reproché d'avoir accepté un trajet très rentable de Seattle à Miami, mon père a dit calmement « Fiston, ta femme se plaint que Loa aux œufs d'or travaille trop. Bientôt, elle voudra lui couper les ailes et se demandera pourquoi il n'y a plus d'eux. » Il y a environ 4 mois, les choses ont atteint un point de rupture. Riley est rentré d'une de ses séances avec Céleste et a annoncé qu'elle méritait d'avoir accès à tous mes comptes de transport et à mes dossiers professionnels, parce que c'est à ça que ressemblent les vrais partenariats. La demande est sortie de nulle part, pendant le dîner. J'étais en train de manger un burger et de raconter ma journée quand Riley s'est lancé dans un discours manifestement préparé sur la transparence financière et les responsabilités partagées. Elle l'avait clairement répété avec Céleste, car ça reprenait tous les arguments classiques sur le mariage moderne et l'égalité. « Je dois être sur tous les comptes », a-t-elle dit, avec ce ton plein de droit. « Comment veux-tu que je planifie notre avenir si tu me tiens à l'écart de tout ?» Riley, ce sont des comptes professionnels avec des exigences d'assurance commerciale. Tigrec ajouté pourrait créer des problèmes de responsabilité. Encore une excuse. Céleste dit que les hommes ont toujours des excuses quand ils ne veulent pas partager le contrôle. Quand je lui ai expliqué que mon assurance commerciale et les exigences du DOT rendaient l'ajout d'un conjoint au compte professionnel compliqué, elle a complètement perdu les pédales. Elle a commencé à répéter que je la traitais comme une colocataire plutôt que comme une épouse, et que Céleste avait raison à propos des hommes qui utilisent le mariage par commodité tout en protégeant leurs propres intérêts. Riley ne comprenait pas les complexités juridiques du transport commercial. L'ajouter au compte pouvait faire augmenter mes primes d'assurance, créer des problèmes de responsabilité en cas d'incident et compliquer les déclarations fiscales. Le département des transports impose des règles strictes de tenue de registre, et mélanger finances personnelles et professionnelles pouvait déclencher des contrôles ou des problèmes réglementaires. Ce soir-là, elle a exigé que j'ajoute son nom sur le titre de propriété de mon camion pour prouver mon engagement envers notre mariage. Quand j'ai refusé, elle m'a menacé de me quitter et de prendre de toute façon ce qui lui revenait de droit. « J'ai investi 5 ans dans ce mariage », a-t-elle crié, la voix stridente. « Je mérite la moitié de tout ce que tu as construit. Tu mérites exactement ce que tu as apporté, ce qui est zéro en ce qui concerne mon entreprise de transport. Comment peux-tu dire ça ? Je t'ai soutenu émotionnellement. J'ai fait tourner cette maison pendant que tu étais absent. » Elle voulait être propriétaire de biens auxquels elle n'avait tant rien contribué. Je lui ai dit que sa contribution à mon entreprise de transport était à peu près équivalente à celle d'un passager qui contribuerait au pilotage d'un avion. À partir de là, elle a commencé à traiter notre maison comme son espace personnel. Elle réorganisait mon bureau, où je gardais mes carnets de bord et mes documents, jetait mes magazines de transport pendant ces phases de désencombrement, et agissait comme si ma radio CB et mon matériel de dispatch étaient des verrues dans sa maison. Céleste l'avait convaincu que tout ce qui se trouvait dans sa maison devait être soumis à son approbation. Les exigences financières sont devenues absurdes. Elle voulait avoir accès à mes cartes carburant, exigeait que je lui achète des bijoux coûteux comme investissement, et parlait de plus en plus de la nécessité d'améliorer notre niveau de vie pour correspondre à ce qu'elle estimait mériter. Elle citait les pensions alimentaires de Céleste comme preuve que les hommes devaient soutenir financièrement les femmes à un niveau supérieur. Ces dépenses ont explosé pendant cette période. Elle faisait des achats coûteux sans en parler, puis les justifier comme des investissements pour notre avenir ou des choses nécessaires pour la maison. Quand je questionnais une virée shopping à 500 $, elle m'accusait d'être contrôlant et de ne pas apprécier ses contributions à notre foyer. Les observations de mon père devenaient de plus en plus directes. Après que Riley a fait une scène à propos de vouloir une nouvelle cuisine lors d'un barbecue familial, mon père m'a coincé près du grill. « Fiston, cette femme a des signes dollars dans les yeux et une attitude qui pourrait décaper la peinture. » Céleste l'a transformée en chercheuse d'or avec une alliance. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à documenter le comportement et les exigences de Riley. Quelque chose me disait que je devais garder une trace de ses attentes de plus en plus déraisonnables et de la chronologie de l'évolution de son attitude. Mon instinct me disait que ce mariage allait droit dans le mur. La goutte d'eau a été quand Riley a annoncé qu'elle parlait avec un avocat au sujet de ses droits dans notre mariage. Elle a dit que Céleste lui avait recommandé quelqu'un spécialisé dans la protection des épouses contre la manipulation financière. Là, j'ai su que Céleste était passée à l'étape supérieure. Elle n'empoisonnait plus seulement l'esprit de Riley, elle l'encourageait activement à traiter notre mariage comme une transaction commerciale. J'ai dit à Riley que consulter des avocats spécialisés en divorce alors qu'on est encore marié, c'était comme chercher des parachutes pendant que l'avion est en train de s'écraser, généralement mauvais signe pour le vol. 3 semaines avant que je ne dépose moi-même la demande de divorce, j'ai surpris une conversation qui a tout changé. Riley et Céleste étaient dans le salon pendant que j'étais dans le garage à faire l'entretien de mon camion, et elles ne savaient pas que la fenêtre était entrouverte. Je remplaçais les plaquettes de frein, un entretien courant qui permet d'économiser de l'argent et de rester familier avec son matériel. La fenêtre du garage était ouverte à cause des vapeurs de nettoyant pour frein, et je pouvais entendre clairement les voix venant du salon. Au début, je pensais qu'elles avaient encore une de leurs discussions habituelles. Céleste était en train d'expliquer à Riley comment me manipuler pour que je lui donne accès au compte de l'entreprise de transport.
Les hommes comme lui ont besoin de se sentir en contrôle. Alors tu lui fais croire que c'est son idée de t'ajouter partout. Pleure un peu. Parle de confiance et de partenariat. Fais-le culpabiliser parce qu'il te tient à l'écart. Riley riait en disant à quel point il était facile de me manipuler. Elle expliquait qu'elle suivait le scénario de Céleste sur le fait de se sentir exclu des décisions financières, et que je commençais à céder. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le ton désinvolte de leur conversation. Elles ne parlaient pas de problèmes de couple ni de communication. Elles étaient en train d'élaborer une stratégie pour me manipuler afin que je renonce au contrôle de biens que j'avais mis des années à construire. Riley riait de tactiques qui, de mon côté, me causaient un stress et une anxiété bien réels. La conversation a empiré. Céleste expliquait à Riley qu'elle devait commencer à tout documenter, chaque dépense que je faisais en carburant, les paiements du camion, l'entretien, afin de pouvoir l'utiliser contre moi plus tard. Les hommes cachent toujours des biens pendant un divorce. Tu dois être maligne et tout consigner maintenant, tant que tu as encore accès. La désinvolture avec laquelle elle parlait du divorce, comme si c'était inévitable, était glaçante. L'expertise de Céleste venait de ses propres divorces. Elle savait comment documenter des habitudes de dépenses, créer des preuves de mauvaise conduite financière et monter des dossiers pour le partage des biens. Cette femme avait transformé le divorce en science et enseignait maintenant ses méthodes à ma femme. Riley a mentionné qu'elle constituait déjà un dossier pour abus financiers en notant chaque fois où je questionnais ses dépenses ou travaillais de longues heures. Céleste l'a félicité pour sa stratégie et a dit que la plupart des femmes étaient trop émotionnelles pour planifier correctement leur sortie du mariage. Elle complotait littéralement contre moi tout en vivant sous mon toit. L'angle de l'abus financier était particulièrement tordu. Riley reformulait des discussions budgétaires normales et mes obligations professionnelles comme des preuves de comportement contrôlant. Chaque fois que je remettais en question une dépense inutile, elle la consignait comme munition potentielle pour une procédure de divorce. Elles ont parlé du calendrier et de la stratégie. Céleste a conseillé à Riley d'attendre la fin de ma haute saison, quand j'aurai plus de liquidités et de comptes professionnels bien garnis. Elle lui a suggéré de commencer à prendre des photos de mon camion et des objets de valeur de la maison pour documenter les biens conjugaux en vue d'un futur partage. Cette discussion sur le timing révélait à quel point leur approche était calculée. Cette conversation a duré presque 1 heure, et chaque minute était consacrée à planifier comment me manipuler et, au final, me ruiner financièrement. Riley n'était pas une victime de la mauvaise influence de Céleste. Elle participait volontairement à un plan visant à m'escroquer de tout ce pourquoi j'avais travaillé. Je suis rentré dans la maison en faisant comme si de rien n'était, mais intérieurement, je préparais ma propre stratégie. Si elle voulait jouer à des jeux, j'allais m'assurer de gagner. On pouvait jouer aux échecs à 2, mais moi, j'allais retourner l'échiquier et jouer aux dames à la place. Le lendemain matin, j'ai appelé mon père et je lui ai raconté exactement ce que j'avais entendu. Sa réaction a été immédiate. « Fiston, ce serpent prévoit de te dépouiller jusqu'au dernier centime. Il est temps de fermer les écoutilles et de protéger ce qui est à toi. » Mon père est un mécanicien retraité qui a déjà vu ce genre de situation. Il m'a aidé à comprendre précisément ce qu'il fallait faire pour protéger mes biens face à quelqu'un qui voyait le divorce comme un jackpot. Nous avions 3 semaines pour tout sécuriser avant que Riley ne mette en œuvre le calendrier que Céleste lui avait probablement donné. La priorité absolue était mon camion et mon entreprise. Mon père et moi avons rencontré mon avocat pour transférer la propriété dans une fiducie familiale, avec mon père comme fiduciaire. Comme j'avais acheté le camion avant le mariage et que Riley n'avait jamais participé aux opérations ni investi de capital, il pouvait être protégé comme bien propre. L'avocat a dit que le timing était parfait, le faire pendant le mariage, mais avant toute procédure de divorce, prouvait que ce n'était pas une tentative de dissimulation d'actifs. La structure de la fiducie était élégante dans sa simplicité. Mon père devenait le propriétaire légal des actifs de l'entreprise de transport, tandis que je conservais le contrôle opérationnel via des accords de gestion. Riley ne pouvait pas revendiquer des biens auxquels elle n'avait jamais contribué, et le moment des transferts prouvait qu'ils n'étaient ni frauduleux ni destinés à cacher des biens matrimoniaux. Ensuite, il y avait la maison. Comme je l'avais achetée comptant avant le mariage et qu'elle était uniquement à mon nom, nous avons restructuré sa propriété via la même fiducie familiale. Mon père est devenu le propriétaire officiel sur le papier, tandis que je conservais tous les droits d'occupation et de gestion. Riley n'avait aucun droit légal dessus, et cela éliminait tout argument possible sur un bien conjugal. Le transfert de la maison a été particulièrement satisfaisant, car il a détruit la plus grande illusion de Riley concernant la propriété. Elle agissait comme si la copropriété était automatique dans le mariage, mais puisque j'avais acheté avec des biens antérieurs au mariage et que je n'avais jamais ajouté son nom, elle n'avait aucune base légale. La fiducie rendait cette réalité inattaquable. J'ai ensuite déplacé progressivement l'argent de nos comptes communs vers des comptes professionnels, puis vers la structure de la fiducie familiale. Puisque Riley comptait de toute façon documenter mes dépenses, j'ai veillé à ce que chaque transfert soit légalement justifié et parfaitement documenté. Mon père a plaisanté, si elle veut jouer les comptables, donnons-lui de vrais chiffres à analyser. Les transferts nécessitaient une documentation méticuleuse pour éviter toute accusation de dissimulation d'actifs. Chaque mouvement était légitime, fonds professionnels vers des comptes professionnels, économies antérieures au mariage protégées par des structures juridiques appropriées.
Si elle voulait examiner mes finances à la loupe, elle trouverait tout en règle. Le camion, la remorque et tout mon équipement de transport ont été transférés dans la fiducie. Mon avocat a confirmé que, puisqu'il s'agissait d'actifs professionnels acquis avant le mariage, Riley n'y avait aucun droit. La fiducie ajoutait simplement une couche de protection supplémentaire. J'ai commencé à tenir des dossiers détaillés sur les dépenses et le comportement de Riley. Chaque exigence déraisonnable, chaque crise d'arrogance, chaque menace financière, tout était consigné dans un dossier. Documente tout, fiston, disait mon père. Les femmes comme elles pensent toujours être plus malignes qu'elles ne le sont. Pendant ces semaines, Riley ne se doutait de rien. Elle continuait à jouer la femme aimante tout en complotant en secret avec Céleste. Je jouais le jeu, me montrant préoccupé par ses sentiments, tout en protégeant méthodiquement tout ce que j'avais construit. C'était comme regarder quelqu'un planifier un braquage pendant que je déplaçais l'argent dans un autre coffre. Elle faisait des commentaires subtils sur nos biens et notre avenir financier commun pendant que je m'assurais systématiquement qu'elle n'aurait droit à rien. Sa confiance dans la stratégie de Céleste la rendait négligente. Mon père était d'une franchise brutale. Ta femme est devenue un parasite, et sa sœur est l'infection. Il est temps de couper la maladie avant qu'elle ne tue l'hôte. Son passé militaire lui faisait voir la situation pour ce qu'elle était, une tentative de prise de contrôle hostile. À la fin des 3 semaines, tout ce qui avait de la valeur était protégé par des structures juridiques auxquelles Riley ne pouvait pas toucher, mon camion, la maison, l'équipement, les économies, tout était à l'abri de son projet de ponction. Un mardi matin, j'ai fait signifier les papiers du divorce à Riley sur son lieu de travail. Le timing était crucial, elle aurait plusieurs heures pour encaisser la réalité avant que Céleste ne puisse intervenir pour limiter les dégâts. Riley est rentrée ce soir-là dans un état que je ne lui avais jamais vu. Elle tenait les papiers du divorce et tremblait, non pas de tristesse, mais de rage pure. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-elle hurlé en agitant les documents. « Tu ne peux pas juste me jeter comme une ordure. » C'est exactement ce que ça semble être, Riley. On divorce. Tu n'as pas le droit de me faire ça. J'ai des droits. J'ai investi 5 ans de ma vie dans ce mariage. Quand elle a compris que j'étais sérieux, Riley a immédiatement commencé à faire des revendications sur la maison et le camion. Je mérite la moitié de tout. La maison, le camion, l'entreprise. J'ai aidé à construire tout ça. Tu n'as absolument rien construit, Riley. Tu n'as jamais contribué un seul centime. Ce n'est pas comme ça que le mariage fonctionne. Tout ce que tu as gagné pendant qu'on était mariés m'appartient aussi. Quand je lui ai calmement expliqué que les contrats prénuptiaux n'étaient pas le seul moyen de protéger des biens acquis avant le mariage, son sentiment de droit s'est transformé en hystérie totale. Espèce de manipulateur. Tu as tout planifié. Tu m'as caché de l'argent. Elle s'est mise à hurler en disant que je ne pouvais pas la laisser sans rien et qu'elle avait des droits en tant qu'épouse. Le masque était complètement tombé. Ce n'était pas une femme brisée par la fin de son mariage, mais quelqu'un furieux de perdre l'accès à des biens qu'elle comptait s'approprier. Céleste m'avait dit que tu tenterais un coup comme ça, criait-elle. Les hommes comme toi arnaquent toujours leurs femmes dès qu'ils pensent pouvoir s'en sortir. Céleste peut dire ce qu'elle veut. Ton avocat t'expliquera ce à quoi tu as réellement droit. La crise a duré près de 20 minutes. Riley passait de la colère aux menaces, puis aux larmes, avant de revenir à la colère, sans jamais montrer la moindre émotion sincère face à la fin de notre relation. C'était une pure mise en scène destinée à me manipuler. Tu ne peux pas tout prendre et me laisser sans rien. Ce n'est pas juste. Je t'ai donné les meilleures années de ma vie. Tu m'as donné 5 ans de mariage, Riley. En échange, tu as eu 5 ans de vie confortable pour laquelle tu n'as jamais eu à travailler. Elle a immédiatement appelé Céleste et, en moins d'1 heure, Céleste était chez nous, se comportant comme l'avocate de Riley plutôt que comme sa sœur. Céleste a commencé à lancer des menaces, disant que je ne pouvais pas cacher des biens et qu'elle connaissait parfaitement mes revenus dans le transport routier. Je me suis contenté de sourire et de lui dire que mon avocat prendrait contact avec elle. L'arrivée de Céleste a transformé Riley, passant d'un désastre émotionnel à une adversaire stratégique. Elles se sont regroupées pour examiner les papiers du divorce, prendre des notes et planifier leur riposte. Ne t'inquiète pas, Riley. On va t'obtenir ce que tu mérites. Il essaie de tout me voler, sanglotait Riley. Comment peut-il être aussi cruel ? Les jours suivants ont été chaotiques. Riley alternait entre des tentatives de séduction pour me faire changer d'avis et des menaces de poursuite judiciaire. Elle semblait sincèrement choquée que quelqu'un ait déjoué son plan, à elle et à Céleste. Ces tentatives étaient pitoyables. Elle redevenait soudainement l'épouse aimante, cuisinant mes plats préférés et se montrant affectueuse, tout en glissant des remarques subtiles sur le fait que nous pourrions arranger les choses si j'étais raisonnable sur les aspects financiers. La manipulation était si évidente que c'en était presque insultant. Céleste est revenue avec un avocat qu'elle avait consulté, pensant pouvoir m'intimider pour obtenir un accord. Lorsqu'elles ont découvert que la maison et le camion étaient protégés par une fiducie familiale, Céleste s'est mise à hurler à la fraude et à la dissimulation d'actifs. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu ne peux pas tout cacher dans une fiducie pour arnaquer ta femme. Bon courage pour prouver une fraude sur des biens qui n'ont jamais été des biens matrimoniaux, ai-je répondu. La consultation avec l'avocat a révélé à quel point elles étaient mal préparées face à ma contre-stratégie. Céleste avait supposé que je réagirais de manière émotive et paniquée,
en essayant de cacher des biens après avoir reçu les papiers. À la place, elles ont découvert que tout avait été légalement protégé des semaines avant le début de toute procédure de divorce. Riley a essayé toutes les techniques de manipulation que Céleste lui avait enseignées. Elle pleurait en disant que je l'abandonnais, menaçait de ruiner ma réputation auprès des autres routiers, et a même tenté de prétendre qu'elle avait contribué à bâtir l'entreprise en me soutenant émotionnellement. Quand rien n'a fonctionné, elle a exigé une pension alimentaire à vie, affirmant qu'elle avait sacrifié sa carrière pour notre mariage. L'argument du soutien émotionnel était ridicule. Riley travaillait à temps partiel par choix et n'avait jamais montré le moindre intérêt pour faire évoluer sa carrière. Elle m'avait même découragé de travailler davantage alors que cela aurait augmenté nos revenus, parce que cela signifiait plus de temps loin de la maison. Maintenant, elle prétendait s'être sacrifiée pour des décisions qui correspondaient avant tout à ses préférences de confort. L'avocat que Céleste avait amené a jeté un seul coup d'œil à la structure de protection des biens et leur a dit qu'elle n'avait aucun dossier valable. Tout avait été fait légalement, avec une documentation complète, et avant toute procédure de divorce. Le visage de Riley, lorsque son propre avocat lui a annoncé qu'elle n'avait droit à rien, n'avait pas de prix. Elle avait l'air de quelqu'un qui venait de découvrir que son billet de loterie était faux. La dernière menace de Céleste a été d'appeler ma famille pour révéler quel genre d'homme j'étais vraiment. Mon père a répondu au téléphone, a écouté sa tirade pendant une trentaine de secondes, puis a dit calmement « Madame, vous avez choisi la mauvaise cible. Ne rappelez plus ici. » Et il a raccroché. Cela fait maintenant 18 mois que le divorce est finalisé, et le contraste entre ma vie et celle de Riley est frappant. J'ai gardé la maison, le camion et ma tranquillité d'esprit. Riley a obtenu exactement ce qu'elle a apporté à notre mariage, ses propres économies. La procédure de divorce n'a duré que 4 mois, car Riley n'avait aucune base légale pour réclamer quoi que ce soit. Son avocat lui a conseillé d'accepter l'accord proposé plutôt que de gaspiller de l'argent dans une bataille perdue d'avance. La grande stratégie de Céleste s'est retournée contre elle de façon spectaculaire, laissant Riley dans une situation pire qu'au départ. Je sors maintenant avec Eleanor, une femme qui dirige sa propre petite entreprise de logistique et qui comprend réellement ce que signifie travailler dans le transport. Quand je lui ai raconté le plan de Riley et Céleste, sa réaction a été « On dirait que tu as évité un missile, pas juste une balle. » Eleanor a ses propres biens et sa propre réussite. Elle est avec moi parce qu'elle en a envie, pas parce qu'elle cherche un portefeuille. Pendant ce temps, la vie de Riley s'est complètement effondrée après notre divorce. Sans accès à mes revenus, elle n'a pas pu maintenir le train de vie que Céleste lui avait fait croire qu'elle méritait. Elle a d'abord emménagé chez Céleste, mais cette cohabitation n'a duré que 3 mois avant qu'elle ne se dispute violemment. Riley a découvert que Céleste l'utilisait autant qu'elle m'avait utilisé. Vivre ensemble a révélé la véritable nature de Céleste, exigeante, arrogante et financièrement irresponsable. Quand Riley n'a plus pu contribuer suffisamment pour soutenir le train de vie de Céleste, leur relation fraternelle s'est rapidement détériorée. Il s'est avéré que Céleste empruntait de l'argent à Riley pendant notre mariage, promettant de le rembourser une fois que Riley aurait obtenu son gros règlement de divorce. Quand ce règlement n'est jamais arrivé, Céleste n'a pas pu rembourser ses dettes. Les sommes que Céleste avait empruntées n'étaient pas négligeables. Elle soutirait de l'argent à Riley depuis des mois, utilisant des histoires larmoyantes sur des difficultés financières temporaires et promettant un remboursement grâce à une future augmentation de pension alimentaire. Quand Riley a eu besoin de récupérer cet argent pour s'installer seule, Céleste a soudainement oublié les prêts. Riley a dû retourner vivre chez ses parents et prendre un emploi à temps plein pour la première fois depuis des années. L'adaptation a été brutale pour quelqu'un qui s'était habitué à une vie confortable financée par le travail d'un autre. Elle travaille maintenant dans la vente, dans un grand magasin, gérant des clients difficiles et gagnant une fraction de ce à quoi elle était habituée. Pendant ce temps, la situation de Céleste s'est détériorée encore plus vite. La pension alimentaire de son second divorce a pris fin l'an dernier, et elle cherche désespérément quelqu'un de nouveau pour financer son mode de vie. Elle a tenté de séduire plusieurs hommes divorcés de la région, mais sa réputation l'a précédée. Selon mon père, cette femme a à peu près autant de chances de retrouver un mari qu'un renard d'être invité à garder un poulailler. Mais le véritable rebondissement est survenu il y a environ 6 mois, quand une amie commune, Michel, m'a contacté avec des informations intéressantes sur Céleste. Michel travaille dans la même entreprise où Céleste a brièvement tenté de se faire embaucher, et elle avait entendu des choses par le réseau local de Rago. Il s'est avéré que Céleste voyait secrètement son deuxième ex-mari, Marc, pendant toute la période où elle conseillait Riley de divorcer de moi. Pendant qu'elle prêchait que tous les hommes étaient des déchets et que le mariage était un piège, elle se faufilait pour des dîners et des week-ends avec l'homme même qu'elle avait quitté pour irresponsabilité financière. Michel s'est senti obligé de m'en informer tant l'hypocrisie était flagrante. Elle racontait que Céleste annulait des projets avec des amis pour retrouver Marc, inventant des excuses de travail ou de famille, tout en continuant publiquement son discours sur la toxicité masculine et la libération par le divorce. L'hypocrisie était sidérante. Céleste conseillait Riley pour détruire son mariage tout en essayant de reconstruire en secret sa propre relation ratée. Elle avait poussé Riley à quitter un mariage stable et financièrement sécurisé, tout en cherchant elle-même exactement le type de réconciliation qu'elle dénonçait.
Michel m'a raconté que tout s'était effondré quand Riley avait surpris Céleste et Marc ensemble dans un restaurant. Apparemment, Riley était là avec une amie lorsqu'elle a aperçu sa sœur main dans la main avec son ex-mari à l'autre bout de la salle. Ce qui s'est passé ensuite a été explosif. Selon Michel, Riley a complètement perdu le contrôle. Elle s'est mise à hurler sur Céleste, la traitant d'hypocrite menteuse qui avait détruit son mariage tout en rampant en secret vers son propre ex-mari. La scène était si bruyante et dramatique que d'autres clients filmaient avec leur téléphone. Le personnel du restaurant a dû intervenir quand Riley a commencé à lancer des graissins sur la table de Céleste. La crise comprenait Riley traitant Céleste de menteuse pathétique et désespérée, qui avait ruiné sa vie par jalousie et amertume. Elle l'accusait d'avoir utilisé ses conseils sur le divorce pour se sentir mieux par rapport à ses propres échecs sentimentaux, tout en essayant en cachette de reconstruire ce qu'elle avait elle-même détruit. L'humiliation a été totale et publique.